Bonjour à tous, aujourd'hui très rapidement une petite correction de l'activité de lundi dernier et une présentation rapide de ce que vous allez avoir à faire aujourd'hui. Alors, on va prendre tout de suite l'activité, la démarche d'investigation et le document. Donc, cette activité documentaire était constituée en différentes étapes. On avait les deux premières questions avec cette situation où on voit que les tuyaux sont percés. Alors, on suppose que le robinet 1 est fermé. Quand on laisse le robinet 2 ouvert et qu'on ouvre le robinet 3, eh bien l'eau arrive par le robinet 2 et de l'eau coule par le robinet 3. Donc voilà, quoi, on est en train d'inonder le garage probablement. On ferme le robinet 2, voilà, et on laisse ouvert le robinet 3. Qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien là, certains d'entre vous ont dit qu'il ne se passait rien, ce que je peux entendre, puisque c'est la réalité, évidemment. Si je prends, et je vais plutôt prendre la deuxième image ici, le robinet de vidange ne fonctionnera que si le robinet 1 est ouvert, si de l'air peut rentrer et pousser l'eau. Donc, on coupe l'arrivée d'eau ici, on ouvre le robinet 1, de l'air rentre, et donc le robinet de vidange, on va avoir l'eau qui va s'évacuer. Je pense que c'était la réponse attendue par les auteurs de cette activité qui est dans votre manuel. Donc, voilà ce que je propose. Fermer le robinet 2 empêche l'eau d'arriver. En ouvrant le robinet 3, l'eau contenue dans les tuyaux s'échappe. Même si la réponse qui dit qu'il ne se passe rien n'est pas fausse en soi, évidemment. Puisque on précise bien dans le document que le robinet 1 est fermé. Bon, là, il y a un petit truc sur l'exercice. Mais bon, ce n'est pas grave. Le principe, c'était de comprendre que ce robinet 3 était un robinet de vidange. Et donc, Marina a coupé l'eau, mais n'a pas suivi les autres conseils. Pourquoi de l'eau est restée dans le tuyau extérieur? On coupe le robinet 2, il n'y a pas d'eau qui arrive, et on n'ouvre pas les deux autres. À ce moment-là, il y a de l'eau qui reste dans les tuyaux. Et voilà, l'eau ne peut pas être évacuée. Ensuite, les hypothèses. Donc, je vais revenir sur l'image et le document. Donc, on est sur ce document-là. Il fallait vraiment se servir des photos. La question 3A nous demande de d'expliquer ce qui permet de dire que la même quantité de cire a un volume plus grand lorsqu'elle est liquide que lorsqu'elle est solide. Eh bien, tout simplement, on regarde la photo. Sur la photo, on voit clairement qu'il y a un creux, donc un volume plus petit par rapport au récipient. Et la question 3B qui est la suivante, émettre l'hypothèse qui explique l'éclatement du tuyau. Si la cire liquide a la propriété d'avoir un volume plus petit, on peut peut-être émettre l'hypothèse suivante qui est que l'eau solide a un volume plus grand que l'eau liquide. À ce moment-là, on aurait peut-être ce changement, ce tuyau qui va exploser. La suite était assez simple. Comment s'appelle le matériel utilisé? Donc on a l'éprouvette graduée et la balance. Interpréter les résultats. Dire ce qui permet d'affirmer qu'il y a la même quantité d'eau avant et après le passage au congélateur. Donc je vais prendre... Je vous diffuse d'abord le contenu. Je vais prendre donc l'étape 5. On peut ouvrir les petits plus. Là, vous voyez, ça permet de simplifier. Et pour que votre réponse soit la plus complète possible, il est indispensable que vous citiez les valeurs. Et avec ça, on a simplement la mesure de la masse est de 45 grammes avant la mise au congélateur, 45 grammes après la mise au congélateur. Pas de problème, on a bien la même masse. Ensuite, comparer les volumes. Et bien là, on voit... Alors, le ménisque n'est pas très clair. Moi, j'ai mis entre 44 et 45 millilitres. Et là, on voit, bon, ça dépasse un petit peu au-dessus, un petit peu en dessous. Donc, 50 millilitres à peu près. Donc, le volume d'eau a augmenté lors du changement d'état. On est passé de 45 à 50 millilitres. Citez bien les valeurs. Ça, c'est un élément important. Vous voyez,
je cite bien les valeurs. Et puis la dernière question, qui est la conclusion. Lors du changement d'état à ce liquide solide d'une masse connue d'eau, son volume augmente. Ainsi, lorsque de l'eau est coincée dans les canalisations et qu'elle gèle, son volume augmente, poussant les parois et pouvant les faire éclater. L'eau a cette propriété très particulière d'augmenter de volume lorsqu'elle devient solide, lorsqu'on a ce passage liquide-solide. Je vais vous montrer maintenant très rapidement les différents exercices que vous allez avoir à faire. Il y a 2 exercices, l'exercice 12 et l'exercice 13. Vous les faites bien sur votre brouillon. C'était la page 30. Donc c'est celui-ci. Les différentes formes d'eau sont représentées par des lettres classées en 3 colonnes, liquide, solide et gaz. Et puis ici, à quel changement d'état correspond la flèche rouge, la flèche bleue, indiquer l'état physique de l'eau, etc. On est vraiment sur les états de l'eau. Puis il y a cette tâche complexe, et c'est ce document que vous allez devoir étudier pour envoyer une réponse à votre professeur. La consigne, elle est là. À l'aide des documents suivants, rédigez un texte court qui réponde à la question d'Alexandre et justifiez la réponse. Donc sa question, c'est est-ce que de l'eau va déborder lorsque le glaçon va fondre? Donc on prend un verre, on met un glaçon dedans, on remplit de l'eau à ras-bord. Et lorsque le glaçon fond, que se passe-t-il? Voilà ce que vous allez devoir envoyer comme message. Voilà, ça c'était le travail que vous allez avoir à faire pour aujourd'hui. Vous allez avoir aussi le document de correction dans GEPI. Je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve la semaine prochaine. À très vite.